Tout ce qui est écrit dans les rapports officiels sur cet incident est faux. Je vais vous dire ce qu'on a vraiment trouvé là-bas, en bas. Ce n'était pas une hallucination due à l'air vicié ou une invention. C'était le résultat du travail de quelqu'un, un travail ciblé et très ancien. Tout a commencé avec un plan. Moi, Alistair et Rowan ont fait des recherches sur les réseaux souterrains urbains. C'est pas juste un hobby, c'est presque un boulot. On achète de vieilles archives, on cherche des plans techniques qui ont été mis au rebut, tout ce qui peut indiquer des sites abandonnés ou oubliés. On a trouvé ce plan lors d'une vente aux enchères, en ligne, où on vendait les biens d'un urbaniste décédé. Il était daté de 1960. La plupart des réseaux qu'il indiquait correspondaient à ceux d'aujourd'hui, mais un endroit a attiré notre attention. Sous une ancienne ligne de métro, officiellement fermée et mise en sommeil, pour la construction d'une nouvelle ligne en 1989, un tunnel technique était indiqué. Court, sans issue, sans aucune indication. Sur les cartes plus récentes, même celles datant des années 70, il n'apparaissait plus. Il avait tout simplement disparu. Pour nous, c'était un signe. Ces objets disparus sont les plus intéressants. En général, ça veut dire qu'ils ont été soit reconstruits au point d'être méconnaissables, soit cachés exprès. Alistair, notre théoricien et archiviste, a passé 2 semaines à vérifier tout ce qu'il pouvait trouver. Il a confirmé que la raison officielle de la conservation de la ligne de métro était standard. Usure des structures et modification du plan d'urbanisme. Aucune mention d'accident, d'effondrement ou d'incidents extraordinaires dans ce secteur. Rien du tout. Le vide dans les documents est toujours plus inquiétant que les mentions de problèmes. Rowan était chargé du matériel. C'est un pragmatique jusqu'au bout des ongles. Il a simplement regardé la carte et dit qu'on aurait besoin d'outils pour couper le béton et peut-être le métal. Il se préparait toujours au pire scénario. Je m'occupais de la coordination générale et j'étais en quelque sorte l'initiateur du projet. Cette idée m'avait captivé. Un tunnel qui existait depuis 20 ans, puis qui avait été effacé de tous les plans, juste sous la ville, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait ignorer. On a trouvé le point d'entrée le plus probable. C'était une trappe de service dans un passage désaffecté d'une station fermée. La station elle-même était entourée de blocs de béton, mais on savait comment les contourner par un vieux puits de ventilation qui débouchait dans une zone industrielle, à environ 1 kilomètre de là. On avait prévu de descendre dans la nuit de mardi. À cette heure-là, la ville est calme, il y a peu de circulation. On s'est garé dans une ruelle déserte et on s'est changé. On portait des combinaisons de travail ordinaires, pas de veste voyante ni d'équipement visible. Tout le nécessaire était dans des sacs à dos solides. Lampes, batteries, masques filtrants, dosimètres, outils de Rowan. On n'était pas des ados en quête d'aventure. Chaque sortie était une opération minutieusement préparée. La pénétration par le conduit d'aération s'est déroulée sans problème. La grille était vieille. Rowan l'a retirée en quelques minutes. À l'intérieur, ça sentait le renfermé et la rouille. L'odeur typique d'un vieux métro. On a marché environ 1 kilomètre dans des couloirs techniques en suivant le plan. On est vite arrivé sur le quai d'une station désaffectée. C'était calme, pas le silence de la forêt ou d'un champ. C'était un silence mort, hermétique. La lumière de nos lampes frontales révélait dans l'obscurité des bouts de vieilles affiches publicitaires et une épaisse couche de poussière sur les bancs. L'air était lourd, vicié. On a mis nos masques respiratoires, pas à cause du gaz, mais juste parce que respirer la poussière, accumulée depuis des décennies, n'était pas une bonne idée. La trappe qu'on cherchait était dans le sol d'un local technique au bout du quai. Elise était recouverte d'une tôle rouillée. Rowan l'a enlevée avec un pied de biche. En dessous, il y avait un couvercle en fonte. La serrure était complètement rouillée, mais ça n'a pas posé de problème à Rowan
avec ses cales hydrauliques. 10 minutes plus tard, le couvercle a cédé dans un grincement sourd. Un escalier vertical descendait dans l'obscurité totale. On a éclairé avec nos lampes. L'escalier semblait intact. Je suis descendu le premier. En bas, il y avait un collecteur en béton d'environ 2 mètres de haut. C'était sec, c'était bon signe. L'eau était le principal destructeur des constructions souterraines. Mais ici, c'était complètement sec. Sous nos pieds, ce n'était pas seulement de la poussière qui craquait, mais une sorte de poudre fine comme de la farine. On a marché dans le collecteur pendant environ 200 mètres, et c'est là qu'on a vu ce qu'on cherchait. Ce n'était ni une porte, ni un passage. C'était un mur. Ou plutôt, une partie du mur du collecteur qui était différente du reste. L'ancienne maçonnerie en briques avait été remplacée par un insert en béton lisse formant une arche. Mais l'arche était bouchée avec des briques, très soigneusement, joint sur joint. Mais les briques étaient différentes, plus modernes. Il était évident que cela avait été fait plus tard. Cet endroit correspondait exactement au début du tunnel sans issue sur l'ancien plan. Alistair sortit son scanner portable et le passa sur le mur. L'appareil indiqua un vide derrière la maçonnerie. La profondeur était d'environ 5 mètres, puis il y avait à nouveau un matériau dense. « Il y a de l'espace, ce n'est pas un éboulis », dit-il doucement. Rowan sortit ses outils. Il décida de ne pas faire de bruit en cassant les briques. Il utilisa une puissante perceuse sans fil avec un foret diamanté pour percer les joints sur le pourtour d'une des briques. Le boulot était lent et fastidieux. La perceuse tournait doucement, soulevant des nuages de poussière rouge. Ça a pris plus d'1 heure. Finalement, Rowan a retiré la première brique, puis la deuxième. Bientôt, on avait un trou assez grand pour passer. J'ai éclairé l'intérieur avec ma lampe torche. Il y avait bien un tunnel. Et l'air y était différent. Il n'était ni humide ni poussiéreux. Il était sec, froid, et avait une odeur chimique à peine perceptible, semblable à celle de l'ozone après un orage. La poussière à l'intérieur formait une couche uniforme et intacte. Pas une seule trace, ni humaine, ni animale, comme si cet endroit avait été scellé et oublié pendant des décennies. On est entré. Le tunnel n'était pas construit comme les habituels réseaux techniques du métro. Les murs, le sol et le plafond étaient en béton lisse et coulé. Pas de câbles qui dépassaient, pas de tuyaux. Juste un couloir stérile qui menait droit dans l'obscurité. On a continué d'avancer. Seul le crissement de la poussière sous nos chaussures rompait le silence. Après 50 mètres, le tunnel nous a menés dans une grande pièce qui ressemblait à un petit hangar. Et la première chose qu'on a vue, c'était une porte, énorme, en acier, comme dans un coffre-fort de banque. Mais elle n'était pas fermée, elle avait été arrachée. Les solides gonds en acier étaient tordus et cassés, et la porte elle-même gisait à quelques 2 mètres, tordue, comme si elle avait été poussée de l'intérieur par quelque chose d'incroyablement puissant. On s'est figé. Rowan a dirigé le faisceau de sa puissante lampe torche vers l'ouverture. À l'intérieur, il y avait une grande pièce, d'environ 10 mètres sur 10. Elle était vide, et dans cette pièce, des os gisaient sur le sol. Ils étaient éparpillés partout. On s'approcha. Alistair, qui s'y connaissait un peu en anatomie, dit tout de suite qu'il s'agissait d'ossements humains. Des crânes, des côtes, des vertèbres. Certains étaient décassés. Plusieurs portaient des traces étranges. Pas des coupures, mais des sillons profonds, comme si on les avait grattés avec quelque chose de très dur. On a compté les restes d'au moins 4 ou 5 personnes. Pas de vêtements, pas d'effets personnels. Juste des os nus et rongés. Alistair a ramassé un des crânes. Il y avait un trou rond bien net à l'arrière. Ce n'était pas une balle. Les bords étaient trop nets. Au fond de la pièce, il y avait un autre passage, un couloir. Mais il était bouché, pas avec des briques, mais avec de grosses plaques de fer rouillées soudées. Les soudures étaient grossières, irrégulières, comme si elles avaient
été faites à la va-vite, mais très solides. Quelqu'un avait d'abord enfermé quelque chose dans cette cellule avec les gens. Puis, quand ça avait enfoncé la porte, il avait rapidement soudé le passage. On se tenait au milieu de ce champ de désos, regardant le mur d'acier. La logique nous disait de faire demi-tour et de partir, tout de suite. Mais on ne l'a pas fait. On était allé trop loin. Rowan s'approcha des plaques d'acier et les tapota avec ses jointures. Un son sourd. Il braqua sa lampe sur les soudures. « On peut l'ouvrir, » dit-il. « J'ai un coupe-boule. Petit, à batterie. Ça prendra du temps, et ça va faire du bruit. » Alistair me regarda. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement l'excitation de la découverte, la même excitation que je ressentais. On avait trouvé quelque chose qui n'était pas censé exister, et on ne pouvait pas partir sans savoir ce qui se cachait derrière la dernière barrière. « Vas-y, » dis-je à Rowan. Rowan a jeté son sac à dos et a sorti son matos. Le découpeur plasma était compact, pas plus gros qu'une perceuse, mais il était équipé d'une lourde batterie. Il a posé la batterie par terre et a déroulé le gros câble. Pendant ce temps, Alistair examinait à nouveau les os, les éclairant sous différents angles, comme s'il essayait de lire l'histoire de ces débris. Je restais là, à regarder le mur d'acier. Le sentiment que quelque chose n'allait pas grandissait en moi. On n'était pas de simples intrus. On était en train d'ouvrir quelque chose qui avait été scellé avec désespoir. Les gens qui avaient construit ce passage avaient manifestement cherché à se sauver. Et nous, on s'apprêtait à aller dans la direction opposée. « Reculez et mettez vos lunettes, » dit Rowan. Sa voix ne trahissait ni agitation ni doute, seulement un ton professionnel. On a sorti nos lunettes de protection de nos sacs à dos. Rowan a enfilé un masque épais qui lui couvrait tout le visage. Il a posé la buse du chalumeau sur le métal. Pendant un instant, tout est devenu silencieux. Puis, il a appuyé sur le bouton. Un sifflement aigu et perçant a retenti. Un point lumineux, presque blanc, apparut sur la surface rouillée et un nuage d'étincelles aveuglantes jaillit dans toutes les directions. Le bruit n'était pas fort en termes de volume, mais sa fréquence était si élevée qu'il semblait pénétrer directement dans notre cerveau, même si on se couvrait les oreilles avec les mains. Une odeur âcre de métal brûlé envahit l'air. Rowan maniait le chalumeau lentement et avec assurance. Une fine ligne orange vif apparut sur la tôle d'acier. Le métal en fusion coulait en gouttes qui se solidifiaient sur le sol en béton sous forme de perles sombres. Le travail était péniblement lent. Les deux tôles faisaient au moins 2 cm d'épaisseur. Toutes les 10 minutes, Rowan s'arrêtait pour laisser refroidir l'appareil. Pendant ces pauses, le silence semblait encore plus profond et inquiétant qu'avant, seulement rompu par le ronronnement du ventilateur de refroidissement de la batterie. Pendant qu'il bossait, Alistair s'approcha de moi. Je pense qu'ils n'étaient pas des fouineurs ou des victimes accidentelles, dit-il très doucement, presque dans un murmure, en désignant les os. Regarde l'ouverture dans cette porte. Elle y a si elle a été faite de l'intérieur. Et ce couloir a été bouché de l'extérieur. Ça veut dire que quelqu'un était enfermé dans cette cellule, avec la source du problème. Ils sont morts. Et ceux qui étaient dormis dehors ont scellé le passage et sont partis. Son raisonnement était imparable, et donc d'autant plus inquiétant. On n'avait pas simplement trouvé le lieu où quelqu'un avait trouvé la mort. On avait trouvé le lieu d'un massacre, après lequel les survivants avaient isolé la menace et s'étaient enfuis. Et maintenant, on venait de briser cette isolation. Il fallut près de 2 heures et 3 batteries de rechange à Rowan pour découper un rectangle d'1,5 mètre de haut et d'un peu moins d'1 mètre de large. Lorsqu'il fit la dernière entaille, rien ne se passa. Le morceau de métal découpé, déformé par la chaleur, est de me rester en place, retenu par son propre poids. Rowan a pris un morceau de ferraille et l'a enfoncé dans la fente.
Il s'est appuyé de tout son poids et, dans un grincement assourdissant, la tôle a cédé et s'est effondrée dans l'obscurité. Un courant d'air froid et pur s'échappa de l'ouverture, avec la même odeur distincte d'ozone et de quelque chose de stérile, de médical. Pas de poussière, pas d'odeur de décomposition ou d'humidité. On a attendu quelques minutes que les bords brûlants de l'ouverture se refroidissent un peu. Puis j'ai éclairé l'ouverture avec ma lampe torche. La lumière a éclairé une partie du sol en béton propre et le mur lisse en face. Je me suis faufilé le premier. L'intérieur de la pièce ne ressemblait en rien à ce qu'on avait vu auparavant. C'était une pièce d'environ 6 mètres sur 6. Les murs, le sol et le plafond étaient en béton lisse, gris clair, sans aucun joint. Et le plus étrange, c'est qu'il y avait de la lumière. 6 lampes rectangulaires, à lumière du jour, étaient disposées de manière uniforme au plafond. Elles émettaient un léger bourdonnement à peine audible. De l'électricité. Ici, à des dizaines de mètres de profondeur, dans un tunnel qui n'apparaissait sur aucune carte, il y avait de la lumière. Cette découverte m'a bouleversé plus que les os dans la cellule précédente. Les endroits abandonnés ne sont pas sous tension. Cela signifiait que l'endroit n'était pas simplement oublié. Il était en quelque sorte en mode conservation, autonome. Juste en face de l'entrée, sur tout le mur, il y avait une énorme cloison en verre. Le verre, épais, peut-être en plusieurs couches, allait du sol au plafond. Derrière, il y avait une autre pièce identique. Elle était baignée de la même lumière uniforme et sans vie. Et au milieu de cette pièce, sur une plateforme métallique inclinée, gisait un corps. On s'est approché de la vitre. Mon cœur battait à tout rompre. Ça ressemblait à un être humain, par sa taille, par la forme de ses membres. Mais la ressemblance s'arrêtait là. La peau était parfaitement lisse, sans poils, sans un seul pore ni une seule ride. Elle était pâle, presque comme de l'albâtre, avec une légère teinte grisâtre. Il avait des bras et des jambes, mais ses doigts étaient plus longs et plus fins que ceux d'un humain et se terminaient par des griffes sombres et chitineuses. Mais le plus effrayant, c'était le visage. Il n'avait ni yeux, ni nez, et pas de bouche non plus. Juste une surface lisse et uniforme. Sur la poitrine, là où se trouve le cœur chez les humains, une sorte de dispositif était implanté dans le corps. Il était fait de métal sombre et de plastique, de la taille de 2 poings et était bien collé au corps, comme si la peau avait poussé autour. Aucun tube ni fil ne sortait de l'appareil. Il était juste là, comme un élément étranger dans cette chair bizarre. La créature était allongée sur le dos, complètement immobile. Alistair a balayé le mur derrière la vitre avec le faisceau de sa lampe, près du corps. Le béton était couvert de profondes rayures, les traces de ces mêmes griffes. La créature n'était pas toujours restée aussi calme. Elle avait essayé de s'échapper. De notre côté, sous la cloison de verre, se trouvait un petit pupitre de commande en acier recouvert d'une épaisse couche de poussière. Tous les écrans et boutons étaient hors service et sur la console elle-même, comme si quelqu'un l'avait posée là avant de partir, se trouvait une petite plaque métallique ressemblant à un jeton militaire. Je l'ai prise. Elle était froide et lourde. Quelques mots y étaient gravés. Une police simple et utilitaire. Ne pas ouvrir sans autorisation. Contact dangereux. On restait là, silencieux, 3 explorateurs qui avaient trouvé ce qu'ils n'auraient pas dû. Des os à l'extérieur, une porte soudée, et cette créature dans sa chambre stérile. Toutes les pièces du puzzle se mettaient en place et le tableau était horrible. Rowan a rompu le silence le premier. « C'est mort ?» demanda-t-il sans quitter des yeux le corps derrière la vitre. Aucun de nous ne savait quoi répondre. Ça avait l'air mort, immobile. Mais tout dans cet endroit était illogique. L'électricité qui fonctionnait, la propreté derrière la vitre. On resta là quelques minutes à le regarder. Puis Alistair, qui avait toujours l'œil pour les petits détails, a dit tout bas « Regardez ».
Il a pointé du doigt dans l'appareil implanté dans la poitrine de la créature. Il n'y a pas de poussière dessus. Il y a une fine couche de poussière partout dans cette pièce. Sur le sol, sur la plateforme, même sur sa peau, mais pas sur l'appareil. J'ai regardé de plus près, il avait raison. Sur la peau pâle de la créature, juste au bord de l'appareil métallique, il y avait une fine couche de poussière grise à peine visible. Et sur l'appareil lui-même, surtout sur les petites grilles d'aération sombres sur sa surface, il n'y avait pas de poussière. Les grilles étaient parfaitement propres, parce que quelque chose passait encore à travers. Un flux d'air lent, presque imperceptible, une expiration. La découverte était si simple et logique qu'un frisson me parcourut le dos. Ça respire. Lentement, avec de longues pauses, mais le système de survie fonctionne. Ce n'est pas une pièce de musée, c'est un prisonnier mis en sommeil. Tous les trois, comme si on s'était donné le mot, on a reculé de quelques pas, s'éloignant de la vitre. Le léger bourdonnement des lampes fluorescentes, qui n'était auparavant qu'un bruit de fond, ressemblait maintenant au tic-tac d'une bombe à retardement. On est sorti de la salle de surveillance par le trou découpé dans l'acier et on s'est retrouvé dans la cellule, avec les ossements. Sans se concerter, Rowan a tourné le morceau de métal découpé et l'a appuyé contre l'ouverture autant que possible. C'était une barrière purement symbolique, mais psychologiquement, ça nous a un peu soulagés. On s'est retiré dans le coin, le plus éloigné de la pièce, près de la porte défoncée du coffre-fort, et on s'est regroupé en cercle serré. La lumière de nos lampes frontales se croisait dans l'air poussiéreux. « On s'en va », a dit Rowan le premier. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. On part immédiatement. On a vu ce que ça a fait à ces gens. Le fait que ça respire n'augure rien de bon. On prend notre matos et on se tire. On ne peut pas simplement partir, a rétorqué Alistair. Ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse, mélange de peur et d'excitation. Rowan, tu comprends ce qu'on a trouvé? Ce n'est pas juste un tunnel abandonné. C'est un site gouvernemental secret, une expérience biologique. L'étiquette, la structure des pièces, cette créature, c'est peut-être la découverte la plus importante du XXIe siècle. On doit rassembler autant d'infos que possible. D'infos? Rowan a presque sifflé. Quelles infos, Alistair? Celles qui sont écrites sur l'étiquette? Contact dangereux. J'ai assez d'infos comme ça. Je ne vais pas finir dans ta collection d'os. Il a fait un signe de tête vers le centre de la pièce. Ils m'ont tous les deux regardé. J'étais coincé entre eux. Mon instinct de survie criait la même chose que Rowan. Fuis, oublie. Fais comme si on n'avait jamais été là. Mais le chercheur en moi, celui qui nous avait amenés ici, était du côté d'Alistair. Partir maintenant, c'était laisser derrière nous un mystère d'une telle ampleur qu'il était impossible à concevoir. On n'entrera pas dans sa cellule, dis-je en essayant de parler d'une voix ferme et assurée. On ne va pas essayer de le réactiver ou quoi que ce soit de ce genre. Mais Alistair a raison, on doit inspecter la salle de surveillance. Il doit y avoir des enregistrements, des journaux, n'importe quoi. On va y passer 30 minutes pile. Après, on s'en va, qu'on trouve quelque chose ou pas. Rowan n'était pas content, mais il a hoché la tête. Il faisait confiance à mon jugement. Alistair a acquiescé, déjà prêt à repartir. On était retourné dans la pièce avec les lampes. Cette fois, c'était différent. On savait qu'il n'y avait pas juste un corps derrière la vitre. Il y avait un être vivant et ça changeait tout. Chaque bruit, chaque frottement nous faisait sursauter. On s'est mis au boulot avec une rapidité méthodique. La pièce était presque vide. À part la console sous la vitre, il y avait dans un coin un petit casier métallique, comme ceux qu'on utilise pour ranger des documents. Il était fermé par une simple serrure à mortaise. Pendant que Rowan sortait une perceuse pour l'ouvrir, Alistair et moi nous sommes occupés de la console. Elle était complètement morte.
Aucun signe d'alimentation. On l'a inspecté sous tous les angles, à la recherche de commutateurs cachés ou de panneaux d'accès. Rien. Sous une couche de poussière, on pouvait voir des emplacements pour des supports de stockage qui ressemblaient à de vieilles bobines de bandes magnétiques, mais ils étaient vides. On aurait dit que tout ce qui avait de la valeur avait été emporté. Ou alors, le système avait été conçu pour être inaccessible après une certaine commande. « C'est bon », dit Rowan. La serrure de l'armoire était détruite. Il ouvrit la porte. L'intérieur était presque vide. Sur l'étagère du haut se trouvait une seringue solitaire. Elle était grande, faite de verre épais et d'acier, avec une aiguille longue et épaisse. Elle était vide. Sur l'étagère du bas se trouvait un mince dossier en carton gris. Je le pris dans mes mains. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il n'y avait aucune inscription sur la couverture. Je l'ai ouverte. Ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. Pas de rapport sur l'objet, ni de protocole d'expérimentation. C'était un manuel technique. Manuel d'utilisation du système autonome de survie et d'entretien. Modèle 7. Les pages étaient remplies de schémas complexes, de graphiques de consommation d'énergie et de jargon technique. Alistair m'arracha le dossier des mains et commença à feuilleter rapidement les pages. Ses yeux parcouraient d'où les lignes. « Ce n'est pas à propos de lui, » dit-il. « C'est à propos de l'équipement, à propos du système qui le maintient en vie. » Il continua à feuilleter, marmonnant des termes techniques. Rowan se tenait sur la selle, jetant des regards nerveux vers la vitre et la sortie. Soudain, Alistair s'immobilisa. Il s'était arrêté sur l'une des dernières pages. C'était la section « Protocole d'urgence ». « Voilà », murmura-t-il en pointant du doigt, un paragraphe. « Protocole « Conservation profonde ». Activé manuellement depuis la console principale en cas de perte totale du contrôle externe de l'objet. Réduit tous les processus métaboliques à 0%. La durée maximale estimée de fonctionnement autonome dans ce mode est de 90 jours. 90 jours. 3 mois. Après ça, le système devait s'éteindre. Mais le plus important n'était pas ça. Tout en bas de la page, dans la marge, était griffonnée à la hâte, mais lisiblement, une note. Le pont sur le bloc Delta est installé. L'alimentation est décommutée sur la source géothermique de secours. La console est hors tension. La durée de fonctionnement estimée dans le nouveau mode n'est pas déterminée. La stabilité du système n'est pas garantie au-delà de 5 ans. Et à côté, il y avait une date, 28 octobre 1989. On regardait cette note en silence. La réalité nous frappa comme une dalle de béton. Quelqu'un, le dernier technicien ou scientifique resté ici, avant de s'enfuir, n'avait pas simplement activé le mode d'urgence. Il avait piraté son propre système. Il l'avait connecté à une source d'alimentation quasi éternelle, sachant que ça pouvait avoir des conséquences imprévisibles. Cette créature n'était pas là depuis 3 mois. Elle était dans cette chambre depuis plus de 30 ans. 30 ans dans un état pour lequel le système n'avait pas été conçu, à la limite de ses capacités. Et à ce moment-là, dans le silence résonnant de notre découverte, un bruit se fit entendre. Ce n'était pas le bourdonnement des lampes. C'était un autre bruit, un clic silencieux et intermittent. On regarda tous en même temps la console de commande morte. Sur son panneau sombre, là où il n'y avait rien auparavant, une minuscule LED clignota une fois. Rouge, elle s'est allumée pendant une fraction de seconde, puis s'est éteinte, puis elle s'est rallumée, et s'est éteinte à nouveau. Rowan a lentement relevé la tête, m'a regardé, puis a regardé la vitre derrière laquelle gisait l'être immobile. Quelque chose s'est allumé, a-t-il dit très doucement et distinctement. Le système a compris qu'on était là. Il se réveille. Il ne parlait pas de la créature. Il parlait de la pièce elle-même, de la prison. Et on était à l'intérieur. La seconde qu'il m'a fallu pour comprendre les mots de Rowan m'a semblé une éternité. Le système se réveille.
Cette simple affirmation a tout changé. Jusque-là, on était des explorateurs, étudiant les vestiges d'un ancien secret, certes terrifiant. Maintenant, on était des intrus dans un système actif et inconnu qui avait détecté notre présence. La peur n'était plus une simple sensation en arrière-plan. Elle était devenue notre moteur. « On se prépare », ai-je ordonné. Les discussions étaient jamais terminées. Le plan de 30 minutes était oublié. Alistair, sortant de sa transe de chercheur, a tout de suite attrapé le dossier technique par terre. J'ai ramassé l'étiquette métallique et l'ai mise dans la poche de ma combinaison. Rowan était déjà en train de reculer vers la sortie, la lumière de sa lampe balayant nerveusement les murs. On était retournés l'un après l'autre dans la pièce avec les os. Un dernier regard sur la pièce propre derrière la vitre, sur le corps pâle et immobile, sur la lumière clignotante de la console. Puis, Rowan a posé avec un cliquetis le morceau de métal découpé contre l'ouverture. Ça ne pouvait rien arrêter, mais le geste était nécessaire. On ne s'est pas mis à courir. Courir dans ces conditions, c'était le meilleur moyen de se blesser. On a avancé rapidement, presque au pas de course, dans le tunnel en béton lisse. Et puis on l'a entendu. Un nouveau bruit. Il n'était pas brusque, mais s'intensifiait progressivement, comme s'il venait de l'épaisseur du béton sous nos pieds. Un bourdonnement grave et puissant. Pas le bruit des lampes, mais une vibration que l'on pouvait sentir dans la poitrine. Le bruit d'un équipement lourd en marche. Quelque part, loin sous nos pieds, un groupe électrogène prenait vie. La source géothermique mentionnée dans la note. « Il change l'alimentation !» cria Alistair pour couvrir le grondement croissant. « Notre intrusion, le découpeur. Nous avons provoqué une défaillance du circuit de secours. Le système tente de se stabiliser. Il redémarre. » Son explication semblait logique, mais elle ne nous rassurait pas. Au contraire, elle confirmait que nous étions devenus le catalyseur d'un processus inconnu. Alors que nous avions presque atteint le passage muré, la lumière s'alluma dans le tunnel. Le long des murs, à intervalles réguliers, des lampes de secours ternes s'allumèrent sous d'épaisses grilles de métallique. Elles brillaient d'une lumière jaune et irrégulière, projetant de longues ombres déformées. Notre refuge, que nous éclairions nous-mêmes avec nos lampes, était maintenant éclairé par une énergie hostile et étrangère. Il n'était plus abandonné. Il nous observait. L'air avait aussi changé. Un courant d'air perceptible soufflait dans le tunnel, transportant la même odeur concentrée d'ozone et d'antiseptique. La ventilation s'était mise en marche. On s'est faufilé à travers une brèche dans le mur de briques pour retourner dans l'ancien collecteur de la ville. Le bourdonnement était plus faible ici, mais toujours perceptible. On s'est rapidement dirigé vers l'escalier qui menait à la station de métro abandonnée. Nos pas résonnaient sur les murs en béton. J'étais le dernier à monter l'escalier. Lorsque Rowan et Alistair ont atteint le haut, un grand bruit métallique a retenti, résonnant dans tout le collecteur. Je me suis figé à mi-chemin. À quelques beaux mètres du pied de l'escalier, dans le plafond du collecteur, une lourde trappe en acier, que nous n'avions même pas remarquée en arrivant, se referma dans un grincement assourdissant. Elle bloquait un autre couloir qui partait sur le côté. Le système commençait à isoler les compartiments, à se verrouiller. On a failli se retrouver enfermé avec lui. On n'a pas traîné, on a sauté sur la plateforme de la station. Ici, tout était toujours calme et sombre, comme si le bruit et la lumière des niveaux inférieurs ne pénétraient pas jusqu'ici. On a traversé la plateforme en courant. On était retourné dans les couloirs de service et, après une demi-heure de chemin difficile dans les conduits d'aération, on a réussi à sortir à la surface dans l'air frais de la nuit de la zone industrielle. Je n'avais jamais été aussi heureux de sentir l'odeur des gaz d'échappement et de la poussière de la ville. On est arrivé à la voiture sans dire un mot. On a jeté nos sacs à dos sur la banquette arrière. On s'est assis.
personne n'a démarré le moteur. On était resté assis là, à essayer de reprendre notre souffle, en regardant les lumières lointaines du centre-ville. Le silence dans la voiture était assourdissant après le grondement sourd sous terre. « On doit tout détruire », dit enfin Rowan. Sa voix était rauque. « Le dossier, l'étiquette, on doit oublier tout ça. On va dire qu'on n'a rien trouvé, juste des débris. »« T'as perdu la tête ?» Alistair se tourna vers lui. Il serrait le dossier contre lui. « Détruire la seule preuve, cette chose là-dessous, elle est vivante. Ce système a planté à cause de nous. Et si elle coupe l'alimentation? Ou, au contraire, si elle le sort de sa stase? Et si cette créature se réveille et se fraye un chemin vers l'extérieur comme nous l'avons fait? On ne peut pas faire comme si de rien n'était. »« Et tu proposes quoi ?» rétorqua Rowan. « Aller voir la police, leur dire qu'on s'est introduit illégalement dans un site classé secret et qu'on a trouvé un monstre issu d'une expérience gouvernementale vieille de 30 ans? On nous enfermera dans un asile où on disparaîtra tout simplement. Les gens qui ont construit tout ça ne laisseront pas de témoins. » Il avait raison. Ils avaient tous les deux raison. Il était impossible d'alerter les autorités. Mais il était également impossible de vivre en sachant qu'une bombe à retardement était en train de tiquer sous la ville. « On ne détruira rien, » ai-je dit, et ils m'ont tous les deux regardé. « Mais on n'en parlera à personne, on gardera ça pour nous, et on commencera à observer. On doit comprendre ce qui se passe. » On est rentré chez nous. Je n'ai pas dormi de la nuit, ni de la nuit suivante. Un bourdonnement résonnait dans mes oreilles. Je repassais sans cesse les détails dans ma tête. La peau lisse sans bouche, les griffes, l'appareil implanté, la date inscrite dans la marge des instructions. 2 jours plus tard, incapable de rester inactif, je me suis assis devant mon ordinateur. J'avais un seul indice, la date, le 28 octobre 1989. J'ai commencé à chercher dans les archives en ligne des journaux locaux tout ce qui s'était passé dans ce quartier de la ville à cette période. La plupart des infos étaient banales, mais j'ai fini par trouver une série de brèves dans un journal local. La première, datée du 25 octobre, faisait état de coupures de courant inexpliquées dans la zone industrielle. La compagnie d'électricité a mis ça sur le compte de l'usure des équipements de la sous-station. Puis, une note du 29 octobre. La mairie annonce la fermeture urgente et définitive d'une partie de l'ancienne ligne de métro en raison d'une instabilité géologique découverte de manière inattendue. Une instabilité géologique. C'était leur excuse, leur couverture officielle pour fermer cet endroit pour de bon. Ils ont basculé le système sur une alimentation autonome, provoquant des pics de tension sur le réseau, puis ils ont inventé une histoire pour que personne n'y mette les pieds. J'étais assis là, à regarder l'écran. Tout collait. Mais c'était du passé. J'avais besoin de savoir ce qui se passait maintenant. J'ai utilisé mes modestes connaissances pour écrire un script simple qui allait suivre tous les rapports publics des services municipaux concernant les surtensions ou les anomalies du réseau électrique dans ce quartier. J'ai configuré une alerte sur ma messagerie et j'ai essayé d'oublier ça. 1 semaine s'est écoulée. Rien. J'ai presque commencé à croire que le système était retourné en mode veille, que cette poussée d'activité n'était qu'un incident isolé. Peut-être que tout allait bien. J'ai même presque passé une nuit normale. Puis, tard dans la soirée, alors que j'étais sur le point de me coucher, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Un email intitulé « Correspondance trouvée pour votre requête ». Je l'ai ouvert. C'était un rapport technique sec de la compagnie d'électricité municipale, publié sur leur site web à peine 1 heure auparavant. Des fluctuations mineures et irrégulières de la charge ont été enregistrées dans le secteur 7B. La source n'est pas encore identifiée. Des travaux de diagnostic sont en cours. Le secteur 7B, c'était lui.
Ce quartier-là, le système n'était pas retourné en mode veille. Il s'était réveillé et maintenant, il commençait à consommer plus d'énergie. Le vieux circuit de contournement, vieux de 30 ans, tombait en panne. La notification des services publics était le point de non-retour. Ce n'était plus un secret enfoui sous terre. Il commençait à se manifester, même indirectement, dans notre monde. J'ai tout de suite appelé Rowan et Alistair. On s'est retrouvés le lendemain soir, pas dans l'appartement de quelqu'un, mais en terrain neutre, au dernier étage d'un parking à plusieurs niveaux dans le centre-ville, où il n'y avait personne à cette heure tardive. Je leur ai montré le rapport sur mon téléphone. Rowan a juré entre ses dents et s'est éloigné vers le bord, regardant la ville. Sa silhouette était tendue. « Je te l'avais dit », a-t-il dit sans se retourner. « On l'a dérangé. Maintenant, il puise son énergie dans la ville. Qui sait ce qui va se passer ensuite? Peut-être qu'il va brûler toute la sous-station. On doit partir, changer de nom tout de suite, déménager dans un autre état, à l'autre bout du pays. » « Fuir ne résoudra rien », a rétorqué Alistair en regardant l'écran de mon téléphone. Il était effrayé, mais son cerveau était déjà en train d'analyser la situation. Les fluctuations sont insignifiantes. Ça ne ressemble pas à une consommation intentionnelle d'énergie. C'est plutôt une panne. Le système essaie désespérément de maintenir le statu quo, mais le patch de 30 ans que le technicien a mis sur l'alimentation se détériore. Tôt ou tard, il va complètement lâcher. « Et après ?» demandai-je. « Ça va juste mourir ?» Alistair leva les yeux vers moi. « C'est une possibilité, la meilleure pour nous. Le système s'éteint, les systèmes de survie cesseront de fonctionner, ça meurt. Mais il y a une deuxième option. Le système, après avoir détecté une défaillance critique du circuit principal, peut essayer d'activer un protocole de secours. Un protocole dont on ne sait rien. Elle peut essayer de redémarrer le réacteur principal, ou quelle que soit leur source d'énergie, ce qui provoquerait une surtension incontrôlable. Ou pire encore, elle peut essayer de sortir la créature de sa stase, estimant que la menace extérieure est écartée. On ne connaît pas sa logique. On restait là, silencieux, le vent froid nous fouettant les vêtements. La perspective était terrifiante. Rester là, à attendre que tout se résolve tout seul, revenait à jouer à la roulette russe, avec toute une ville. « Il y a un moyen d'arrêter ça », dit soudain Alistair. Il sortit le dossier de son sac à dos. « On ne peut pas retourner là-bas, mais peut-être qu'on n'en a pas besoin. » Alistair passa les jours suivants sans dormir, étudiant le manuel technique. Il ignora toutes les sections concernant la biologie ou le contenu de la créature. Seules les communications techniques l'intéressaient, et il trouva ce qu'il cherchait. C'était un schéma détaillé des connexions externes de l'objet. La plupart étaient marqués comme « désactivés ». Il s'agissait manifestement des câbles principaux du réseau municipal, coupés en 1989. Mais il y avait un câble marqué « conduit de commande gamma ». D'après le schéma, ce n'était pas juste un câble électrique. C'était un faisceau blindé de fibres optiques et de fils qui reliaient le complexe souterrain à la surface. Il partait de la sous-station où les coupures avaient été enregistrées. Et, plus important encore, il contrôlait la distribution de l'énergie provenant de la source géothermique. C'était le système nerveux du site. « Si on coupe ce câble, » expliqua Alistair quand on se retrouva, cette fois dans son garage, les schémas étalés sur le capot de la voiture. On ne se contentera pas de mettre la console hors tension. On coupera complètement la connexion entre le module de contrôle et la source d'alimentation. Le système ne pourra plus capter d'énergie. Il sera complètement isolé. Et là, elle mourra. Pour de bon cette fois. Le plan était dingue, mais c'était le seul qui nous donnait un minimum de contrôle. À ma grande surprise, Rowan a accepté presque tout de suite. L'idée de riposter plutôt que de fuir semblait l'avoir rendu plus déterminé.
À l'aide d'anciennes cartes techniques de la ville et du schéma trouvé dans le dossier, nous avons pu déterminer avec une grande certitude le tracé de la conduite. Elle ne suivait pas les collecteurs habituels. Elle était plus profonde. Mais à un endroit, elle croisait un ancien réseau d'égouts pluviaux, désaffecté depuis longtemps, à environ un pâté de maisons de la station abandonnée. C'était notre seule chance. On est redescendu. Cette fois, l'ambiance était complètement différente. Il n'y avait plus l'excitation de la découverte, mais seulement une sombre concentration. On est entré dans le collecteur d'eau pluviale par une trappe dans un parc abandonné. À l'intérieur, c'était humide. Ça sentait la vase et la pourriture. L'eau nous arrivait aux chevilles. On a avancé dans un tunnel étroit et glissant, éclairé par nos lampes. Après 200 mètres, on est arrivé dans un nœud de distribution, une petite pièce ronde d'où partaient plusieurs tuyaux. Et on l'a vu. Il traversait le mur à hauteur d'homme. Épais, gros comme le bras d'un adulte, ce câble noir était recouvert d'une gaine métallique ondulée. Il ne ressemblait à aucun câble moderne. Il semblait étranger dans ce royaume de briques et de béton. C'était bien lui. Le conduit, Gamma. Rowan sortit un outil. Ce n'était pas juste une pince coupante. C'était un coupe-tube hydraulique autonome, capable de couper un câble en acier. Il le posa sur le câble. Les lourdes mâchoires de l'outil enserraient l'armure noire. Dès que j'aurai fait ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible, dit Rowan en nous regardant. Si Alistair s'est trompé, on ne fera qu'empirer les choses. Il ne s'est pas trompé, dit Alistair, même si sa voix n'était pas tout à fait assurée. C'est la seule solution. Je fis un signe de tête à Rowan. Vas-y. Il appuya sur le bouton. Un fort bourdonnement hydraulique retentit. Les mâchoires du coupeur commencèrent à se refermer lentement. On entendit un craquement et un grincement métallique. Puis, dans un clic sec, l'armure céda. Au même instant, des étincelles de bleu-blanc jaillirent de la découpe. Un sifflement puissant retentit et une odeur d'ozone envahit la pièce. Rowan recula d'un bond. Une seconde plus tard, tout était calme. Le câble était coupé. Ses deux extrémités pendaient mollement le long du mur. On avait réussi. On restait là, silencieux, le seul bruit étant celui de l'eau qui coulait sous nos pieds. Pendant un instant, je me sentis super soulagé. On avait gagné. Et puis on entendit un bruit. Il ne venait pas du câble. Il venait de loin, des profondeurs, de l'autre côté du complexe scellé. Des coups sourds et lourds. Le grondement qu'on avait entendu auparavant s'était arrêté. Mais ces bruits étaient différents, rythmés, mécaniques, comme si d'énormes verrous s'actionnaient sonnaient. Alistair a sorti le dossier de son sac à dos, terrifié. Ses mains tremblaient, il tournait frénétiquement les pages, sans presque les regarder. Il s'est arrêté sur l'une d'elles, celle qu'il avait auparavant ignorée, la jugeant sans importance. La section s'intitulait « Protocole en cas de perte totale d'alimentation ». À la lumière de ma lampe frontale, son visage était blanc comme un linge. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je, même si j'avais déjà peur de la réponse. Il ne pouvait pas parler. Il se contenta de pointer du doigt une ligne du texte. Je l'éclairai. En cas de panne totale et irréversible de toutes les sources d'alimentation, y compris le circuit géothermique, le système de sécurité déclenche le protocole Chance 0. Afin d'éviter une défaillance en cascade incontrôlable des systèmes internes et de permettre l'évacuation ou la survie de l'échantillon, tous les verrous mécaniques de la chambre de confinement numéro 1 seront ouverts pendant 120 secondes. Alistair leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient remplis d'horreur. C'est une protection contre les idiots. Au cas où quelqu'un essaierait de couper le courant à l'extérieur, murmura-t-il. Le système ne le laisse pas mourir enfermé. Il lui donne une chance de s'échapper. On ne l'a pas tué. On lui a ouvert la porte. Les mots d'Alistair restèrent suspendus dans l'air humide du collecteur.
se mêlant au bruit lointain des serrures qui s'ouvraient. On était resté là une seconde, paralysé par la prise de conscience de ce qu'on avait fait. On n'était pas des sauveurs. On était la clé qu'un prisonnier idiot avait mise dans la serrure de l'autre côté. « Courez !» Le cri de Rowan était inhumain, un hurlement déchirant. Il nous a sortis de notre torpeur. Plus de méthode, plus de prudence. On s'est précipité dans le tunnel glissant. J'ai glissé, je suis tombé à genoux dans l'eau froide et sale, puis je me suis relevé d'un bond, sans sentir la douleur. La lumière de nos lampes se reflétait sur les murs, créant un effet stroboscopique qui accentuait la panique. Le bruit des serrures qui s'ouvrirent s'est arrêté, mais maintenant, on aurait dit que quelque chose d'autre venait de plus loin. Un écho faible et grinçant. C'était peut-être juste notre imagination, le son qui résonnait dans les tuyaux en béton. Mais on n'avait pas envie de vérifier. On s'est précipité hors de la trappe dans le parc, sans se soucier de savoir si quelqu'un nous voyait. On a couru jusqu'à ce qu'on arrive à la voiture. C'était notre dernière fois ensemble. Dans la voiture, il n'y avait pas de dispute. Il n'y avait que la fin. « Je pars », a dit Rowan en regardant dans le vide devant lui. Il ne nous regardait même pas. « Ce soir, je vais retirer tout mon argent, prendre ma voiture et partir vers l'ouest. Je changerai de nom. Vous ne me reverrez plus jamais. » Il a regardé Alistair et son regard était rempli d'une haine pure et sans mélange. « Tes putains de théories. J'espère que t'es content. » Il attrapa son sac à dos sur le siège arrière, ouvrit la porte et sortit, disparaissant dans la nuit. On n'essaya même pas de le retenir. Alistair était assis, recroquevillé. Il avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans. Il caressait lentement la couverture du dossier contenant les instructions. « Mon raisonnement était incomplet, » marmonna-t-il. « Je suis parti du principe que les créateurs du système voulaient le garder secret. Je n'ai pas pensé qu'ils pouvaient avoir un protocole en cas d'échec total. Un protocole de désespoir. » Il leva vers moi ses yeux vides. « Ils trouveront l'endroit où le système a été piraté. Ils trouveront des traces. Ils comprendront que quelqu'un est intervenu. Ils viendront me chercher. Je dois disparaître moi aussi. » Il posa le dossier sur le siège. « Adieu, » dit-il avant de sortir de la voiture et de s'éloigner dans la direction opposée à celle de Rowan. Je suis resté seul, dans la voiture qui sentait l'humidité et la peur, avec le dossier et le badge métallique dans ma poche. Je suis rentré chez moi en pilote automatique. J'ai brûlé le dossier dans la poubelle métallique dans mon jardin. Je voulais brûler la plaque, mais je n'ai pas pu. C'était la seule preuve matérielle que je n'étais pas devenu fou. Les jours d'attente ont commencé. Je ne sortais pas de chez moi. Je regardais les informations pendant des heures. Je rafraîchissais les sites web des journaux locaux, attendant les gros titres. Massacre dans le métro. Série de meurtres violents. La ville est en quarantaine. Mais rien. Un silence total, assourdissant. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. La ville continuait à vivre normalement. Aucun événement bizarre, aucune panique. L'électricité marchait et bien. Le silence était pire que des cris. Où était-il? Que faisait-il? J'ai commencé à douter de la réalité de ce qui s'était passé. Peut-être s'agissait-il d'une hallucination collective, d'un empoisonnement par un gaz inconnu dans les tunnels. Je sortais la plaque métallique froide, la serrais dans ma main et comprenais que tout était bien réel. Presque un mois s'était écoulé. J'avais un peu repris mes esprits. Je me suis forcé à sortir dans la rue pour acheter à manger. La vie continuait et ma créature semblait s'être tout simplement dissoute dans le monde. Mais je ne pouvais pas me calmer. Une nuit, incapable de dormir, je me suis remis devant mon ordinateur. Je réfléchissais, ça faisait déjà un mois qu'il était libre. S'il avait voulu tuer, on le saurait déjà. Si c'était un animal stupide, on l'aurait déjà trouvé, renversé par une voiture ou coincé quelque part. Mais il n'était pas de stupide.
Il avait survécu pendant 30 ans. Qu'est-ce qu'un être qui a passé toute sa vie dans un système fermé et stérile, connecté à des sources d'énergie et d'eau, peut bien vouloir? Il ne sait pas ce qu'est la chasse. Il sait ce qu'est une infrastructure. Il ne cherchera pas de nourriture. Il cherchera un nouveau système auquel se connecter. J'ai changé mes paramètres de recherche. J'ai arrêté de chercher des infos sur les meurtres ou les accidents. J'ai commencé à parcourir les rapports quotidiens ennuyeux des services municipaux. Je cherchais des mots-clés comme dommages inexplicables, obstruction, anomalie, panne d'équipement, contamination biologique. J'ai parcouru les rapports sur l'entretien des collecteurs profonds, des conduites d'eau et des systèmes de drainage. Au début, rien. La routine, des tuyaux cassés, des obstructions habituelles. Puis j'ai trouvé un rapport datant de 3 semaines. L'équipe d'inspection des égouts avait envoyé un robot équipé d'une caméra dans l'un des collecteurs profonds, à 3 miles de l'endroit où nous nous trouvions. Le robot n'avait parcouru que 100 mètres avant de s'arrêter. La caméra a montré un amas inhabituel de matière bio-organique visqueuse et de multiples dommages aux parois en béton, ressemblant à des rayures profondes. La zone a été marquée comme dangereuse et bloquée jusqu'à nouvel ordre. J'ai retenu mon souffle. J'ai trouvé un autre rapport, une semaine plus tard, à déjà 5 miles du premier endroit. Une autre équipe, une description presque mot pour mot. Masse organique non identifiée, dommages structurels. Le secteur a aussi été bouclé. J'en ai trouvé un 3e, un 4e, un 5e. C'étaient des incidents isolés dans les rapports de différents services, auxquels personne ne prêtait attention parmi tous les problèmes de la ville. Mais quand j'ai reporté les points sur le plan des réseaux souterrains de la ville, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Ce n'étaient bien pas des points aléatoires. Ils formaient une ligne nette, un vecteur. Ça ne se cachait pas, ça ne restait pas en place, ça bougeait. Lentement, méthodiquement, en utilisant les tunnels les plus profonds et les plus anciens, ça allait dans une direction précise, loin du centre, loin des zones industrielles. La ligne sur la carte menait clairement vers le nord-est. J'ai ouvert un plan général de la ville et j'ai prolongé le vecteur. La ligne a traversé la limite de la ville et s'est arrêtée juste devant un énorme bâtiment à quelques kilomètres de la périphérie. La station municipale de traitement des eaux est le principal réservoir d'eau potable. Un complexe de centaines de kilomètres de tuyaux, de pompes géantes, de bassins de filtration, reliés à la centrale électrique principale, le plus grand et le plus complexe des systèmes de survie dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. J'ai fermé la carte. Je suis assis dans mon appartement silencieux. Dehors, les lumières de la grande ville. Les gens vivent, travaillent, dorment. Ils ne savent pas que le monstre qu'ils devraient craindre ne les traque pas dans les rues sombres. Ils rampent sous leurs pieds, les ignorant comme s'ils étaient des fourmis. Ils ne cherchent pas de proie. Ils cherchent un nouveau foyer, une nouvelle prise électrique, plus puissante. Je ne sais pas ce qu'il fera quand il y sera. Mais je sais une chose, il ne s'enfuira pas, il s'étendra.